Bonjour Christine Paolini. Bonjour Hélène. Ça fait très longtemps qu'on se connaît toutes les deux. Je sais plus quand. Je sais même plus quand. C'était une amie commune qui m'a dit, j'ai une Mm. amie comédienne, vous allez très bien vous entendre, et elle nous avait organisé un repas et c'est comme ça, puis on ne s'est plus jamais On s'est plus quitté. On s'est plus quitté. On ne se voit pas beaucoup, Non, mais on pas ne s'est plus beaucoup. quitté quand même. Et alors je me suis dit que là, comme en plus tu es sur Bonheur TV, qui est la chaîne de l'éducation à la paix, depuis un bout de temps, depuis le début en fait, avec le film Ces phrases qui ont changé ma vie, où tu joues la productrice de France 3, de FR3. Voilà, et voilà, je me suis dit, bon, on va faire un récapitulatif, parce que 46 films, tu m'as dit? 46 films, et sur IMDb, c'est Et tu as compté les séries? Non, j'ai pas compté les séries. À vrai dire, c'est pas moi qui ai compté non plus les films. Parce que les séries TV, je sais pas, il y en a une vingtaine au moins. Il y en a eu quelques-unes, oui, mais je les ai pas comptées. Voilà, moi je sais que chaque fois que je te vois dans une série ou dans un film, je te mets un petit SMS pour te dire là, tu passes sur telle chaîne, etc. Et c'est comme ça que je le sais d'ailleurs, c'est parce que les amis m'appellent et me disent tiens, t'es sur la 3, bon, je regarde. Et donc, c'est toujours très surprenant les rôles que tu fais, parce que d'abord, tu es méconnaissable d'un film à l'autre, d'une série à l'autre, et tu as des rôles géniaux, quoi. Absolument. Je me souviens d'un rôle d'assistante sociale, nounou, et beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. Et tu as tourné avec les plus grands, hein, les avec Chabrol, Téchiné, le Louche. Il y a eu aussi pratiquement tous les grands noms. Les grands noms. Renaud Bertrand, voilà, il y en a plein. Il y en a encore un autre qui est très connu, que les gens connaissent bien. Il y en a beaucoup, franchement. Et puis, je fais plusieurs films en plus à chaque fois. Donc avec eux, oui. Après, tu rentres dans la famille. Voilà. À quel âge tu as commencé? En fait, il y a eu tout un parcours, comme beaucoup de personnes, c'est lié à un parcours de vie. En fait, quand je suis arrivée en 3e, je n'arrivais pas à retenir mes récitations, donc j'avais 0. C'était une catastrophe. Donc, à un moment, je me suis dit, donc ma prof de français amène un électrophone, puisque elle dit, je vais vous passer à tous, je vais vous passer le Cid de Corneille. Et voilà, vous allez découvrir Gérard Philipe. Et moi, ça ne me parlait pas trop. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix de Gérard Philippe. Et là, je suis restée, mais scotchée. Rodrigue du cœur, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Et là, je me suis dit, mais... Et je suis restée, mais ça m'a parlé. C'était vraiment... Et elle a dit, demain, vous apprenez une récitation et je diviserai par 2. Donc elle me dit, vous n'avez que des 0, donc je diviserai par 2 la note. Comme ça, vous n'aurez pas 0. Voilà, et le lendemain, donc dans la nuit, j'arrive et toute la nuit, j'étais Rodrigue, j'étais le père, j'étais tout le monde. J'ai passé une nuit, mais... au théâtre. J'étais tous les personnages. Et donc, je suis arrivée. Le lendemain, j'étais empreinte de tout ce que j'avais rêvé. Et elle dit, on va commencer par la pire. Christine Paolini venait dire votre texte. Et à ce moment-là, j'ai fait Rodrigue du cœur. Et puis, j'ai sorti tout le texte d'affilée, et en le vivant. Et je me suis réveillée, parce que j'étais vraiment comme dans un état second. Je me suis réveillée sur la table, j'étais comme ça, je me suis dit, oh là là. Et tout le monde me regardait en se disant, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et donc je les regardais tous, et puis à un moment, je me suis dit, j'ai dû faire une grosse bêtise, et là, tout le monde s'est mis à applaudir. Et la prof m'a dit, vous mériteriez 20, mais ça vous ferait 10. Elle voulait et pas par rapport à vos camarades de classe, je vous mettrai que 19, comme ça vous fait 9,5. Gentil. Ouais. C'est qui c'est l'autre metteur en scène que j'avais retenu? C'est Rapneau. Rapneau, oui. Oui, c'était... J'ai fait juste un film avec lui. Oui, oui, t'as pas fait des séries comme avec tous les autres.
Et voilà. Et donc, du coup, par rapport à ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que... Parce qu'elle m'avait dit que ma mémoire, c'était un petit poids et que je ne pourrais plus jamais rien apprendre. Et j'avais peur parce que j'avais 15 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis inscrite dans un groupe de théâtre. Et là, ça a été... la révélation. La révélation. J'étais plutôt une jeune fille plutôt timide, plutôt... et j'adorais les rôles de composition, ce qui fait qu'on me retrouve souvent dans des rôles de composition, parce qu'en fait, je m'éclate quand je ne suis pas moi, quoi. Enfin, je suis moi, mais cachée, un peu. Voilà. Ça, c'était à 15 ans, donc. Ça, c'était à 15 ans, et donc, quand j'ai fait Les Fantômes du Chapelier de Chabrol, là, il m'a dit... il m'avait trouvé sur un annuaire, et son premier assistant avait cherché dans un autre annuaire. Ils étaient tombés tous les deux sur ma photo, qui n'était pas la même photo. Et donc, il m'a convoqué, il m'a dit, voilà, j'ai vu que vous avez été chez votre cinéaste, ça peut être que bon. Et il a dit, voilà, je vous ai fait venir pour vous dire que je vous prends. Ça a commencé comme ça? Ouais. Ta carrière a commencé par... Waouh! Et là, j'ai fait, oh! Et tu avais quel âge, là? Et là, j'avais 23 ans. Et là, il m'a dit, et Michel Serrault est ravi. Et j'ai dit, moi aussi. Et là-dessus, ça a été magique parce que je suis ressortie, j'ai été voir une amie à moi. Je ne pouvais plus tourner la tête ni à gauche ni à droite parce que je me suis fait un torticolis d'enfer. Et j'étais voir une amie en larmes, je suis tombée dans les bras. J'ai dit, elle me dit, t'es pas prise? J'ai dit, si, je suis prise. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ah, j'étais en pleine émotion ce jour-là. Ça a été Et c'était ton premier rôle? Mon premier rôle au cinéma. Tu avais joué au théâtre déjà? J'avais déjà joué au théâtre beaucoup et j'avais joué aussi dans des émissions de télévision scolaire. Et je me coltinais tous les textes économiques, puisque ma mère faisait des formations éducatives. Et j'avais tous les textes économiques sur qu'est-ce que le PNB, donc le PNB. Voilà. Qu'est-ce que c'est le PNB? Et oui, puisque je sortais d'un bac économique, donc j'avais tous les textes. Et le fait que tu aies fait un bac économique et que tu choisisses une carrière comme ça les a perturbés, tes parents? Alors, mes parents, ma mère m'a dit, écoute, si c'est ça que tu veux faire, vas-y. Mon père m'a dit... je voulais que tu sois institutrice, comme ça tu avais un métier stable, tu aurais été bien, tu veux pas être institutrice. Et je lui ai dit, mais je me suis inscrite en psycho. Ah. Là déjà, il a dit, bon alors si tu t'es inscrite en psycho, alors ça va. Et puis j'avais fait une lettre à l'époque pour être instite quand même. Et quand ça a commencé avec Chabrol, je lui ai dit, écoute, pour que tu adhères, on va faire la lettre ensemble, mais comme quoi je repousse à plus tard. Et en fait, la veille, j'ai reçu comme quoi j'étais plus pas retenue en tant qu'instite, sauf que le lendemain, j'ai reçu une lettre comme quoi j'étais mutée juste à côté de chez mes parents. Et mon père était très déçu. Et voilà, donc après, ici est fait, il a dit, ah quand même, tu tournes avec... Catherine Deneuve, tu tournes avec Michel Serrault. Tu gagnais ta vie, quoi. Voilà, déjà. Mais bon, elle était un peu déçue que je sois pas... Tu sais, d'origine corse, hein, c'est la sécurité. Oui, bien sûr. Et puis à l'époque, c'était très instituteur, hein. c'était très haut niveau. Maintenant, c'est un gros travail pour les instituts parce que c'est moins reconnu et c'est dommage. Voilà. Et ça, c'était quelle année, tu t'en souviens? Alors, où j'ai été, c'était juste avant que je sois prise en tant que personnage dans le film de Chabrol. Et tu en as fait plein avec lui? Alors, j'en ai fait plein avec lui, oui, tout à fait. J'ai fait Madame Bovary, j'ai fait un autre film avec Nils Arestrup, un autre avec Michel Bouquet. Et puis voilà, donc j'étais restée sur le fait où il m'avait dit un jour, Christine, si un jour je fais un film sur la reine Anne de Bretagne, je te prendrai. Mais il n'a pas fait le film. Mais c'est resté là, je me suis dit, et un jour quelqu'un, je crois que c'était la personne qui faisait Emma Bovary, qui a dit mais pourquoi elle? Et il a dit parce que c'est le portrait craché d'Anne de Bretagne. Donc tu le sais. Isabelle Huppert. Et je me disais, mais j'ai pas eu l'honneur de le faire.
C'est dans ma tête, c'est mon petit cadeau. Bah, écoute, voilà. Et Rapneau, alors, c'était quoi avec lui? Rapneau, c'était Ah mince, je ne me rappelle plus. Ça se passait au moment, j'allais dire, de la peste. Ah oui, voilà, oui. J'ai dû le voir aussi, celui-là. Voilà. Et puis, il y avait tous les... C'est vrai que c'est là où j'ai rencontré Juliette Binoche, qui était adorable, qui est une jeune femme super. Ouais. Et le louche, ça s'est bien passé? Le louche, c'était... je devais faire une femme pompier. Ouais. Et donc, voilà, j'étais tout le temps dans la... comme pompier. Dans les secours. Dans les secours, voilà. Dans les secours. C'était il y a des jours et des lunes. Et Téchiné? Ah, Téchiné, c'est... Tu as fait des séries aussi avec lui. Oui, j'ai fait comment ça s'appelle j'en ai fait au moins 3 avec lui. Ouais. C'était vraiment Les Innocents, avec Sandrine Bonner, où je faisais la sœur de Sandrine Bonner. J'ai fait un film avec Catherine Deneuve et j'ai fait aussi Les Voleurs. Et puis j'ai encore fait récemment encore un autre film. Non, André Téchiné, j'adore. Et c'est venu tout de suite après Chabrol, ça? Ça, c'est venu assez rapidement après Chabrol, en fait. Assez rapidement. Ah, c'est merveilleux d'avoir pu enchaîner comme ça. Ah, puis avec André Téchiné, c'est plein d'amour, plein de... Oui, c'est la famille. C'est la famille, on peut se dire, voilà, c'est la famille. Ben, c'est toujours comme ça, parce que, tu vois, quand on a l'habitude de travailler avec certains comédiens, ben, tu as envie de les reprendre au film suivant, parce que c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Tu les connais, l'amour est là, et tout roule, quoi. C'est sûr que tu préfères être avec les mêmes techniciens, tout à fait. Les mêmes équipes, quoi. Ça facilite beaucoup les choses. Et puis, c'est pour moi qui suis quand même un peu traqueuse, quand même. Mais je crois que c'est ma manière de fonctionner, donc je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. Mais c'est aussi le jouer. Pour moi, le regard des techniciens est hyper important. Oui, bien sûr. Aussi quand c'était avec Mimi Mati, j'avais fait c'était dans la série où elle est une ange gardien. Oui, Joséphine. Joséphine, ange gardien. Joséphine, tout le monde et quand j'ai joué, le metteur en scène dit un peu plus. Là, c'est vraiment petit ce que vous faites encore plus. Et je lui dis, mais je me réserve pour quand on tourne. Et il dit, bon, rassurez-moi quand même, faites un peu plus. Donc je fais un peu plus. Et après, il dit, bon, on va la tourner. Et à ce moment-là, tout ce que j'avais préparé, tout est sorti. Et j'ai vu les techniciens qui ont fait... Et à la fin, c'était beau parce qu'ils me regardaient. C'était quoi, une colère? C'était quoi? Non, c'était c'est dans la bande démo que j'ai. C'est une scène tout en émotion où je me rappelle que j'ai accouché la maman de la jeune fille qui est devant moi. C'était très, très, très beau. Ok. Et la télévision, alors c'est tout on a essayé de se souvenir de toutes les séries. Il y en a. La dernière, c'était le Bazar de la Charité. Le Bazar de la Charité. Après, je sais qu'il y a eu des Maigret, il y a eu... Qu'est-ce que tu m'as dit encore? Tu m'en as sorti plein tout à l'heure. Oui, il y a eu les Maigret aussi. Il y en avait plein d'autres. Il y en a eu. Bon, Joséphine Ange Gardien, bien sûr. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on cite les titres que les gens ont retenus, voilà. Parce que c'était récurrent, quoi, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu, par exemple, dans ces séries que tu as fait? Il y a un rôle que tu as aimé particulièrement? En fait, je les aime tous. Voilà, je les aime tous. Et au moment où je les fais, je les aime tous. Et en fait, c'est les metteurs en scène qui font que ça grandit et que ça évolue. En fait, c'est un travail... J'allais dire, c'est une co-construction entre les techniciens et puis le metteur en scène qui est le chef d'orchestre. Et du coup, il faut travailler assez pour laisser la place à tous et pas trop non plus pour que chacun puisse trouver sa place aussi. Donc, Mais tu me disais que on y croyait tellement, ce qui est vrai, j'ai vu différents rôles que tu as fait, on y croit tellement qu'après les gens dans la vie, quand ils te reconnaissaient, ils pensaient que tu étais la nounou, que tu étais dans Les Fantômes du Chapelier, au début, j'avais des producteurs qui venaient qui disaient « Alors,
on est venu tenter sa chance à Paris, parce que je faisais une fille un peu demeurée. Puis au début, je me suis dit, ils sont quand même un peu bizarres tous. Et puis après, ils disaient, alors, on est bretonne? J'ai dit, ah ben non, moi je suis d'origine corse. En fait, je me suis rendu compte qu'ils pensaient que ils pensaient que Chabrol m'avait trouvé sur place, n'avait rien changé et m'avait mis dans le film. Et tellement c'était bien. Voilà. Et tu l'as fait pour plein de rôles. Alors, je l'ai fait aussi pour un film avec André Téchiné, où je faisais une patronne d'hôtel. Et à un moment, il me dit, c'est drôle, parce que j'avais l'accent du Sud-Ouest. Il me dit, c'est drôle, vous avez moins l'accent dans la vie. Je dis, en fait, je sais pas, moi, je ne l'ai pas du tout. Il me dit, ah bon, mais si, on reconnaît quand même. Et il se trouve que je faisais à l'époque une tournée où je faisais Toinette dans Le Malade imaginaire. Et je faisais les chemins de traverse qui se trouvaient dans le Sud-Ouest. Et alors on me disait, ah oui, c'est avec une troupe amateur. Je disais, non, c'est vraiment une troupe professionnelle. Je disais, Et puis, il ne croyait pas. C'est incroyable. Et puis, tu avais aussi, quand tu jouais une employée de maison portugaise. Ah oui, là on m'a pas pris pour... Mais par contre, j'ai mes amis portugais qui m'ont dit l'accent était très bien. Chapeau l'accent, oui. Voilà. Oui, ça je me rappelle. Ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le cinéma, à part que tu les as tous aimés et que je ne sais pas, ton meilleur souvenir, ton meilleur... Le premier qui est il y en a deux, les films avec Téchiné, c'est vraiment un coup de cœur. Et le premier film avec Chabrol, qui était ma découverte. Du cinéma. Et puis, c'était un rôle de composition que j'avais composé de A jusqu'à Z. Donc, je m'étais mis des cotons dans la bouche. Je me l'étais joué à la Robert De Niro. Et j'avais demandé à ce qu'on me coupe les chiens très courts. Et quand je suis arrivée, il y a Claude Chabrol qui m'a dit « Tu es mieux que je te rêvais ». Oh, quel compliment. Quelle merveille. J'ai fondu. Il y a de quoi. J'ai fondu. C'est magique. Moi, je t'ai vu dans un grand théâtre il y a quelques années. Une très grande représentation. Il y avait plein de monde sur la scène. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était à Chaillot. C'était à Chaillot. Voilà. C'était à Chaillot... Ne me dis pas que j'ai oublié. Non, mais c'est pas grave. C'était à Chaillot, c'était une pièce mise en scène par Didier Flamand. Ouais. C'était énorme ce truc. C'était exceptionnel. Prends bien garde aux éplins. Ouais, c'est ça. C'était remarquable. On avait commencé déjà à l'Opéra Comique et il y avait aussi beaucoup de monde. Et à l'époque, il y avait Jean Reno aussi qui jouait dans celui-là. Et là, c'était une reprise et ça a été magique. Magique. Alors là, on était très nombreux. Oui, vous étiez une vingtaine ou plus que ça même. C'était beaucoup de travail préparatoire, d'improvisation. Et Didier, c'est quelqu'un qui a un talent fou, Didier Flamand. Oui, puis c'était une reprise. Et c'était une reprise à Chaillot. C'était énorme ce truc-là. Je me rappelle que j'étais venue te voir. C'était la première fois que je te voyais sur scène. Ah oui, parce que sinon, j'avais fait aussi le Théâtre de la Ville et puis l'Opéra Comique. Mais tu ne m'avais pas dit. Et oui, c'est vrai. J'ai pas dit. Bon, et puis tu as écrit ces 2 livres parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, comme tous ceux qui sont venus ici et qui ont plein de cordes à leur arc, en effet. Et qui disait la difficulté que c'est de ne pas être catalogué dans un seul truc ou d'être accepté parce qu'on fait aussi ça. On est auteur, on est réalisateur, on est chanteur, on est comédien, on est producteur. Ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai fait... Alors, il se trouve qu'à un moment, le théâtre, le cinéma, il y a eu un petit... ça ne sonnait plus. Et je me suis dit vers quoi je pourrais me tourner. Donc, je me suis tournée vers... ce qui me paraissait le plus proche vers la formation. Ben voilà, ton papa était content. Voilà. Alors il m'a dit, oui, mais c'est pas avec les enfants, c'est avec les adultes. Et je lui ai dit, oui, mais c'est comme ça. Et donc je suis devenue formatrice de formateurs. Parce que avant, je formais sur tout ce qui avait trait au téléphone. Et puis au bout de 4 ans, je suis passée responsable formation. Et puis après, la boîte a été rachetée et du coup, j'ai négocié mon départ.
J'ai placé toutes les personnes qui étaient sous ma responsabilité en leur disant tu veux faire quoi, tu veux faire quoi. Hop, je les ai placés comme là où ils pouvaient être bien. Et puis je suis rentrée dans une boîte de formation, une grosse boîte de formation, où j'ai dit bah voilà, moi je pourrais être formatrice de formateurs. Donc ils m'ont fait passer des bouts d'essai, ils m'ont fait animer, et puis à un moment ils ont dit bah voilà, t'es prête. Donc et en fait, je suis restée très longtemps formatrice de formateurs. 10 ans, 15 ans, un truc comme ça. 22 ans. Ah oui, carrément. 27 ans, je ne sais plus, c'est dans ces Carrément, eaux-là. ouais. Tout en sachant que comme j'étais vacataire, je pouvais en même temps tourner oui, c'est pour ça que des tu as pu faire 46 films. Voilà. Et en fait, il se trouve que la première fois où ils m'ont proposé de rentrer à temps plein dans cette boîte, il se trouve qu'on venait de me proposer Chaillot. Et j'ai dit, Chaillot, ça ne se reproche pas, ça ne se refuse pas. Donc, allez. Et j'ai dit, si vous me laissez un mois avant de me prendre, c'est d'accord. Ils m'ont dit, non, on vous prend tout de suite ou pas. Et j'ai dit, bah, ce ne sera pas. Donc, je suis restée en tant que vacataire. Et puis, après, il y a eu une deuxième fois, ils m'ont proposé. Et j'étais en train de faire un film avec Renaud Bertrand qui s'appelait Les Indestructibles, je crois. Pas Les Indestructibles, si. Ça doit être ça, oui. Voilà. Et du coup, j'ai dit, si vous me laissez 11 jours pour tourner, c'est d'accord. Bon. Et ils m'ont dit, non, on ne vous laisse pas 11 jours. Je dis, bah alors non. Tant pis, vacataire. Et la troisième fois, ils ne m'ont pas proposé. Alors, tu as écrit ce livre. Alors, du coup, j'ai écrit Tous formateurs parce que je l'avais en tête. Il y a déjà quelques années. Oui, la première édition est sortie en 2014. C'est ça. Et en fait, je me disais, il faut vraiment que j'écrive quelque chose sur mon métier. D'abord parce que ça peut me servir à moi, et puis ça peut servir aussi à tous les gens qui n'ont pas. Parce qu'à chaque fois, on disait, une formation de formateur, ça sert à quoi? Si, ça sert à savoir quelles sont les lois de la pédagogie, quelles sont les méthodes, les techniques, comment aborder un public, comment créer une formation, comment intéresser tout le monde. Donc, en fait, il y a tout ça dans ce livre. Très utile. Et c'est la 5e édition, donc ça veut dire qu'il y en a 4000 qui se sont déjà écoulés. Et je l'ai réactualisé avec, maintenant avec les Zooms. Et oui. Voilà, et celui-ci alors? Et alors celui-ci, je me suis formée sans stress. Oui, parce qu'en fait, je me suis formée à la Process Communication. Et quand j'ai décidé de partir de la société de formation où j'étais, je me suis dit, faut que je me suis payé ça, il faut que ça puisse bénéficier à plein de personnes. Et j'ai une foule d'anecdotes. En fait, les 2 bouquins sont à base d'anecdotes et chacun peut s'y retrouver parce que là, on voit enfants, ados, adultes. Et en fait, c'est comment je me trouve, par exemple, devant un ado qui me dit, moi, de toute façon, je m'en fous, j'aime bien être un cancre. Il y en a un qui m'a fait ça. Je lui dis, mais c'est génial. Mais tu sais, il faut que tu me donnes tes coordonnées parce que c'est rare. En général, les enfants, ils disent, j'aime bien être un cancre, mais ils ne le croient pas. Et puis il dit, si moi on m'a dit que j'étais un cancre, je suis un cancre. Et puis d'un coup, je lui dis, mais c'est bien, c'est bien. Et puis à la fin, larmes aux yeux, il me fait, et puis d'abord, non, je ne suis pas un cancre. Et je lui dis, mais alors, tu es un jeune homme normal. C'est super. Et il m'a dit, mais pourquoi je suis normal? Je lui dis, mais parce que personne n'aime être en cancre. Et donc, comme c'était de la provocation, je suis allée dans son sens et du coup, il a lâché un peu. Et c'était, du coup, j'ai j'ai gardé des liens avec ce jeune homme, voilà, qui avait 13 ans à l'époque. Je suis un cancre. Oui, ça, il l'avait entendu dire, donc ils n'ont pas de protection. Mais ça, les enfants, c'est là où, justement, dans mon livre, Tous formateurs, la bienveillance est hyper importante. La coopération pour justement que dans une classe, il n'y ait pas de comment on appelle ça, d'enfants qui soient harcelés et qu'il y ait une coopération qui se crée. En fait, c'est faire des sous-groupes pour les aider à s'entraider. Alors après, il y a les parents qui vont dire « Quoi, vous l'avez mis avec un tel qui est un cancre ?» Donc là, ça peut être ça, mais en même temps, moi, j'ai vu tellement de personnes. Moi, j'ai un exemple concret d'un monsieur qui est arrivé, formation de formateur. Il était comme ça, et il me dit « Bonjour ». Je me dis « Ouh ».
Et puis je me dis, ça va pas être facile. Et en moi-même, je souris et je me dis, mais en fait, toute sa vie, il a dû donner ce genre d'idée. Donc, je l'ai valorisé pendant toute la formation. C'était sur 3 sessions. Et puis, je le faisais s'exprimer. Et puis, en partant, il me dit, au revoir, j'ai jamais vu une formation comme la vôtre. Et il part. Et il arrive à la 2e session, donc qui était un mois après. Il avait bossé, mais comme un fou. Et j'ai dit, bon, on va faire une synthèse. Et il dit, moi j'ai fait la synthèse. Donc j'ai fait travailler les autres. Et après, je l'ai mis devant. Et il a expliqué tout ce qu'il avait fait. Et c'était monumental. Il avait tout compris. Et je me suis dit, c'est bizarre, il est plus... sûr de lui. Oui, il est plus sûr de lui. Et sa tête s'était redressée. Il était plus bossu. Et avant, il était comme ça. Maintenant, il était comme ça. Puis de voir que tout le monde l'écoutait en disant, mais tu as fait tout ce travail-là, mais nous, on n'arrive pas à la cheville. C'est incroyable. Sa valeur a été reconnue. Là, il a été... Bien sûr. Et à la 3e session... il bégayait plus. Et ouais. Ah magnifique. Aussi fou que ça puisse bien paraître. Bien sûr, ça s'appelle de la guérison. C'est incroyable. Il m'a repris dit confiance. Merci. Alors, c'était pas fluide, mais il avait repris confiance. Et il pouvait dit, parler en public. Et il a pu être formateur. Et il est resté 7 ans formateur. Mais c'est merveilleux, ça. Et c'est pour ça que je me dis la bienveillance, la coopération, la positivité, il faut la transmettre. Tu es au bon endroit. Voilà. Sur Bonheur TV, on a décidé de mettre la bienveillance à la mode, quoi. Mais c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent. Il y en a beaucoup qui le pratiquent. Ouais. J'ai vu, alors dans les petites classes, ils arrivent à peu près. Mais après, c'est arrivé. Alors, c'est pas évident pour les instituts et les profs parce qu'ils ont beaucoup de monde. Mais c'est vrai que de faire des sous-groupes, des amener à se connaître, d'amener à faire des groupes qui s'entraident. C'est génial, quoi. Et alors là-dessus, dans ce bouquin-là, il y a des types de personnalités. Par exemple, il y a le rêveur, où on se dit, ah, celui-là, c'est le genre d'enfant qu'on voit dans un coin qui est comme ça. Et puis on se dit, lui, alors là, je ne sais pas ce qu'on en fera. Mais et en fait, le rêveur, c'est quelqu'un qui, dans la process-com, c'est celui qui crée, qui conçoit. Einstein était rêveur. À 5 ans, il ne parlait pas. Il était, et Einstein est devenu qui on sait. Et il y en avait plein comme ça. Et donc il y a le rêveur, il y a le travaillomane qui pense tout carré. Et en fait, c'est comment comment gérer. Voilà, comment je gère. Et par exemple, je suis peut-être avec quelqu'un que je ne comprends pas. Et si cette personne lit le truc, se dit, bah, c'est un peu moi ça. Ou c'est un peu un tel. L'empathie, on se dit, elle est gentille, mais voilà, elle aime tout le monde. Et en fait, l'empathique n'est pas que ça. L'empathique, c'est quelqu'un qui, effectivement, amène beaucoup de chaleur dans un groupe. Elle met de l'huile partout. Elle met de l'huile partout. Et par contre, elle se prend aussi beaucoup de culpabilité. C'est ma faute. Évidemment, si j'ai fait ça, c'est encore de ma faute. Donc, c'est aussi enlever cette culpabilité. Parce qu'en fait, quand tout le monde, il y a 6 types de personnalités avec la process-com. Et quand on n'est pas sous stress, en fait, on est tout à fait normal. On jongle, on fait l'ascenseur avec les uns, avec les autres, on discute bien, comment ça va, très bien. Tout est fluide. Et puis d'un coup, il y a un coup de stress. Coup de stress, c'est l'empathique se dit, oh, je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas confiance en moi. Le travaillomane, il va dire, le type travaillomane, parce qu'il y en a plein le type travaillomane va dire... à quelle heure on commence, à quelle heure on finit, il a dépassé de 2 minutes. Le type persévérant, il va dire et les valeurs, où sont les valeurs? Il y a le promoteur qui veut prendre le lead et qui va dire bon, suivez-moi, je suis derrière. Et il y a tous ces types de personnalités, le rebelle qui est contre tout, le type rebelle. On dit à chaque fois le type, je me reprends parce que c'est vraiment important, c'est quand vous avez 3 types rebelles qui sont 3 personnes complètement différentes. Donc c'est un livre qui ne met pas les gens dans des cases, mais qui fait réfléchir sur comment je peux faire pour sortir quelqu'un d'une case. Et comment je peux faire pour qu'il soit dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Merveilleux. Voilà. Oh, c'est dommage que tu n'aies pas été là, parce que Bonheur TV, les premières émissions qu'on a faites, et on a fait 12 heures d'émissions avec Jacques Salomé, oui.
qui parle de la communication Tout à fait. harmonieuse pour l'école, la famille, etc., et les enfants. Et c'était absolument passionnant. Donc j'ai commencé avec lui, quoi. Oui, j'ai vu des émissions. On en a fait beaucoup, et on a fait tout un reportage pendant 3 jours chez lui pour qu'il nous... Parce que c'était des 64 bouquins, enfin c'était vraiment énorme. Oui, le boulot lui, il a écrit énormément. Le travail qu'il a fait. Voilà. Pour les écoles, pour les enseignants, pour que justement la bienveillance puisse... Il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça, l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, en gros, c'est ce que j'ai fait avec le jeune homme qui est arrivé, qui était comme ça et qui est reparti comme ça. Je pense que cet enfant ou que cet adulte va y arriver parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et le fait même d'y penser déjà, ça, fait que la personne le ressent. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et il y a plein de personnes, on s'aperçoit aussi qu'il y a plein de comédiens, il y a plein de personnes qui disent moi, si j'avais pas eu telle personne qui m'avait donné, je serais pas là où je suis aujourd'hui. J'aurais pas eu confiance en moi. Voilà. C'est une énergie. C'est une énergie. De toute façon, c'est démontré par la physique quantique. Ah oui, tout à fait. Complètement. J'avais eu en interview un monsieur qui est très féru de tout ça, et il m'expliquait que les cellules de notre corps sont comme des petites huîtres. Oui. Tant que tout va bien, tout va bien. Mais les petites huîtres, si tu lui dis toi t'es moche et puis t'es mal habillée, etc., hop, elles se referment. Mais ça, c'est très embêtant parce que dès qu'elles se referment, l'énergie ne circule plus de la même manière et ça crée plein de soucis. Et donc, par la parole, justement, on peut reparler, dire mais non, mais c'est pas vrai, tu es très bien habillée. Ou tu es... Alors, l'effet Pygmalion, c'est et la parole et l'attitude. La gestuelle, la façon de dire, la façon de parler, la façon de regarder. Pour convaincre l'autre. C'est même pas pour convaincre, c'est parce que nous, on est convaincus qu'il va y arriver, qu'il y arrive. Donc tu lui transmets. Tout à fait. Par contre, quelqu'un qui est très angoissé va transmettre son angoisse à son enfant. Et du coup, la personne va être stressée en se disant je n'ai pas les compétences pour y arriver, j'y arriverai pas. Et alors, toi, tu disais que tu étais traqueuse, mais tu as résolu, là, Alors, j'ai résolu, oui. Ça m'arrive encore, mais j'ai toutes les techniques, donc ces techniques, je les utilise, je les ai mis dans mes bouquins. Les trucs tout bêtes, c'est se mordre la langue pour avoir la salive dans la bouche. Je ne connaissais pas ça. Ouais, mordre le petit bout de la langue. D'accord, oui, comme ça, tu n'as pas la bouche sèche. Et puis de se dire, je vais y arriver, tout va bien se passer. Qui n'est pas la méthode Coué, parce que c'est vraiment travailler en se disant, là maintenant je sais que ça va être bon, je sais que je vais y arriver. Et c'est vrai que les metteurs en scène aussi, le regard de chacun fait grandir. Donc c'est... Alors Georges Belair nous a raconté l'autre jour que lui, il était au cours... c'était à New York qu'il était? À l'Actors Studio? Ouais. Je crois bien que c'était ça. Et on lui a appris, donc le professeur leur a dit, voilà, il faut vous dire qui est-ce qui a le plus peur. C'est le metteur en scène, évidemment, parce que celui qui réalise un film, c'est un très, très gros risque. Voilà. Tout à fait, c'est ce que je disais aussi à mes stagiaires. Je disais, vous êtes devant, mais vos stagiaires, ils sont morts de peur parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils arrivent à un stage, ils ne savent même pas si ça va leur apporter quelque chose. Donc, pendant ce temps-là, ils ne vous regardent pas et vous pouvez reprendre confiance en travaillant sur votre track. Voilà. Mais tu sais, c'était Sarah Bernard. Ouais. Il y a une jeune fille qui vient et qui lui dit « Oh, Madame Sarah Bernard, vous savez, je suis drôlement contente parce que vous savez, moi, j'ai jamais le trac. » Et Sarah Bernard, c'est une petite admiratrice de Sarah Bernard, et Sarah Bernard, qui était un peu teigne quand même, lui répond « Vous verrez, ma petite, ça vous viendra avec le talent. » Cela dit, j'ai entendu Dalida dire un truc à la télé un jour. Elle dit « Non, pour faire ce métier de chanteur, vous ne pouvez pas le faire avec le trac. » Eh oui. Eh oui, parce que sinon la voix ne sort pas. Alors oui et non, mais peut-être que juste... Alors elle fait peut-être partie des promoteurs, et les promoteurs ont peu le trac.
Ah, tu vois, c'est là où ah, d'accord, on retrouve ça dans on retrouve ça. D'accord, les promoteurs ont peu le trac. Parce bah, qu'elle disait il faut être détaché de ce que l'on fait pour donner le meilleur. Et voilà. je suis complètement d'accord avec elle. Voilà. Parce que si on n'en est pas détaché, ben... Alors tu peux te détacher et donner le meilleur, ne pas te... Alors, le trac, c'est en gros, c'est 10 minutes avant, 3 minutes pendant, voire 3 phrases pendant. Et après, tu l'as plus. Tu vois, ouais, mais quand c'est 3 chansons, c'est très embêtant. Ah bah c'est avant qu'il faut travailler pour... Mais peut-être que tu prends la chanson qui te donne de l'émotion et du coup, tu rentres directement dedans. Ouais. Tu vois. Écoute, moi, je vais te raconter un truc. C'était il y a très très longtemps. C'était ma première scène à Paris. Et je voulais danser. Je faisais déjà des trucs de danse indienne, etc. Sur mes petites chansons, j'avais mon équipe où il y avait notre chère amie commune qui était à la flûte. Et la salle est pleine et j'arrive et là, la bouche sèche et je tremble. Donc comment veux-tu danser et faire des gestes précis avec les mains Première chanson, ça sortait pas, tu vois la voix. Oh là là, je me suis dit, mon Dieu, la deuxième. La troisième, j'ai fait une prière. J'ai dit, bon, moi je suis d'accord pour être chanteuse, je suis d'accord pour tout, mais là je ne peux pas avec ça, donc il faut m'en libérer. Et Dieu merci, j'ai été écoutée. Et puis après je pouvais aller dans la salle, embrasser les gens. Mais une fois que le trac est passé, c'est-à-dire qu'en gros c'est avant et un peu au début et très peu pendant en fait. Ça arrive pendant quand il y a quelque chose qui, tout à coup, il y a un trac. Alors celui-là est très désagréable, c'est le trac qui arrive au milieu. Ah ouais, on ne sait pas pourquoi. Voilà, tu as chanté 7 chansons, puis d'un coup, la 8e, tu fais... Et là, tout d'un coup, la bouche sèche, et tu te dis, mince, ça peut être des pensées parasites, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des choses que tu captes du public. C'est possible aussi. Alors ça, je l'ai pas testé. Ou de ton mari qui, d'un seul coup, a très peur pour toi et qui t'envoie ce truc-là. Oui, ou quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui... Voilà, tu sais pas, mais en tout cas, ça t'arrive au moment où il ne faut pas. Et là, il faut vraiment... cela dit, pareil, nous, on démultiplie. Par exemple, tu te dis, je tremblais comme ça. Mais en fait, les gens voient à peine un tremblement comme ça. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ce que moi, je ressens qui est démultiplié, c'est pas forcément ce que le public voit. Et des fois, ils vont vous dire, à un moment, tu as laissé un silence. Il était habité. Enfin, tu disais, mais qu'est-ce que je dois dire à ce moment-là? C'était génial. Tu vois, c'est vrai, et c'est vrai qu'en même temps, tout d'un coup, c'est la scène. Tu vois, c'est la scène qui... Donc, il y a tous ces trucs-là dans ton livre. Voilà, il y a le trac, il y a les types de personnalités, il y a... Voilà, donc... et c'est ado, adulte, enfant, ado, adulte. Super. C'est sorti déjà? Oui, c'est la 2e édition. D'accord. Voilà. Ben, bravo. Ouais, tu as quelque chose de particulier à rajouter de tout ce qu'on a dit sur cette longue carrière? Alors, tu sais, tous ceux qui sont venus ici, c'était au moins 50 ans quand c'était pas 60 ans de carrière. Ah oui, non, mais c'est vrai que moi, j'ai une très longue carrière. Toi, je sais pas, 45? Ça doit être dans ces eaux-là. Pas le dire. Oh, ben si, ici, on le dit. Parce que l'âge n'a pas d'importance. C'est des chiffres. Mais oui. C'est juste des chiffres. Non, pour moi, la formation, c'est quelque chose que je vais continuer toujours, en fait. Parce que c'est une autre j'invite toutes les personnes à continuer la formation, à continuer à se former, à continuer à apprendre. À transmettre. Et apprendre à transmettre et se remplir pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir nourrir les autres. Et ça, c'est important. Voilà. Bon. Alors, on a une question rituelle ici, avec tout ce que nous traversons en ce moment. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux gens pour qu'ils aillent mieux alors déjà, respirer. Parce que l'angoisse fait que on est comme ça, mais respirer par le ventre. Voilà. Alors, on le sait beaucoup, mais en général, respirer par le ventre, ça veut dire... Le ventre seulement gonfle et seulement 3 fois par jour et c'est drôlement bien. Voilà. Seulement 3 fois par jour? Je fais 3 fois 3 par jour. Donc ça, c'est déjà une chose. S'ils vont pas bien, qu'ils appellent des amis. Oui. Voilà. Mais des amis, pas des amis dépressifs trop. C'est ça le problème. Donc il vaut mieux pas les appeler dans ces cas-là. Alors si tu peux, mais à ce moment-là en rire, tu vois. Mais le rire a quelque chose de dédramatisant. Donc il faut que tu sois déjà bien, toi, pour pouvoir. Et puis, moi je dirais ne pas avoir peur, parce que la peur est mauvaise conseillère. Ben oui, mais la peur, elle est distillée partout. Mais si tu respires, ça t'oxygène le cerveau qui fait que tu as moins peur. Ah d'accord, d'accord.
Parce que ça aussi, c'est un des éléments, c'est le fait de respirer par le ventre, fait que ton cerveau s'oxygène et que la petite amande amygdale qui est au milieu, bah, elle n'est pas titillée, parce que dès qu'elle est titillée, bah, le préfrontal ne marche plus. Et à partir du moment où le préfrontal ne marche plus, c'est l'angoisse, c'est le stress. Donc il faut se rattacher au préfrontal, peut-être bouquiner, peut-être lire, trouver une activité qui fasse du bien, peut-être de la peinture, peut-être de la sculpture, du modelage, voilà, des choses comme ça. Mais sortir et puis éteindre la télé, parce que ça fait... Les infos, éteindre les infos. Éteindre les infos et regarder des films de Noël. Les films de Noël, c'est très bien en ce moment. Voilà. Sauf si vous avez votre conjoint qui va dire, oh, bah là, alors là, c'est vraiment quelque chose de nul, qui correspond à une des typologies. Voilà. Bon. Mais franchement, c'est essayer de détourner cette peur vers quelque chose de créatif. Quelque chose de créatif, ça peut être la collection de timbres, ça peut être, tu vois, ça peut être les photos, c'est faire des albums, ça peut être discuter avec des copains, des bébés, s'occuper des bébés. Voilà. Tu as tout dit? Ici, on laisse la parole. On ne coupe pas la parole, enfin pas trop. Et on laisse la parole et beaucoup sont très contents parce qu'ils peuvent aussi remettre les pendules à l'heure de choses qui ont été dites sur eux et qui n'étaient pas vraies. Oui. Et ça fait souffrir les artistes souvent, vrai. Tu vois. Et donc remettre la vérité sur tout ça, c'est hyper important. Oui. Eh bien, Christine, tu reviens quand tu veux. Il y a plein d'émissions qu'on est en train de tourner là tout le temps. Et puis, de toute façon, on va se voir bientôt. Ben oui, parce que je suis contente qu'on se retrouve bientôt pour ton prochain film. Ah, par le film extrait de la série God Mystère, oui. Je vais faire Tudel. Oui, tu vas faire Tudel. Voilà. Bon, écoute, alors, à très bientôt. À très bientôt. Merci, Hélène. C'est moi qui te remercie. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris. Je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie,
tu l'as choisi.